Lundi 2 mai 2022, mesdames, messieurs, vous faites encore bien de choisir la télévision deuxième pour vous tenir compagnie. Lorsqu'il sonne 20h30 exactement tous les lundis, le temps s'arrête et nous parlons sport. Sport dans son ensemble sur le plan national, mesdames et messieurs, permettez que ce soir, nous puissions quand même faire un petit voyage au Bénin pour parler de cet événement qui va rassembler plusieurs nations au rang desquelles le Togo pour un événement spécial. On parle de la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. Nous reviendrons au pays pour parler du championnat national de football, la première division et la deuxième division, sans oublier également les préparatifs donc, pour les différentes Coupes d'Afrique des Nations. On parle de la sélection féminine, la sélection masculine et pourquoi pas les locaux également qui se préparent pour leur compétition, les différentes sélections. On en parlera dans cette émission, mais avant tout cela, permettez quand même qu'on puisse démarrer cette émission avec des invités spéciaux puisqu'ils sont également dans le sport. On a voulu leur faire un clin d'œil. On parle de la natation. Bonsoir, Bacha Balak. C'est bien Balak. Balak, c'est bien ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir chers téléspectateurs. Monsieur Alexandre, bonsoir. Bonsoir Monsieur Roger. Comment vous portez? Nous nous portons très bien. Merci bien. Voilà. Alors, on s'est connus du côté d'Agua ici dans les piscines d'Agua où vous entretenez quand même les jeunes, les enfants et tout ce qui va avec. On parle ce soir de la natation. Est-ce que vous voulez encore revenir sur cette discipline pour nous en parler un peu? Pourquoi il faut nager? Quand est-ce qu'il faut nager? Qui doit nager? Parlez-nous-en. Et il faut nager parce que c'est un sport, comme on le dit, complet et qui permet à tous les âges de pratiquer. Donc quand vous dites qui peut nager, les bébés, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, tout le monde. Tout le monde peut nager? Ah oui. Même les personnes en situation de handicap? Ah oui. Bon, non, je suis jamais tombé dans l'eau pour voir un peu comment ça se passe. La seule fois que j'ai essayé, j'ai bu assez d'eau. Donc, je ne pas nager avant de voilà. Qui peut nager? Qui doit nager? Quand est-ce qu'il faut nager? Nous parlons de la natation. Oui, il n'y a pas de restriction en ce qui concerne la natation. C'est un sport complet, ouvert à tous et comme l'a dit Balak tout à l'heure, c'est pour les personnes âgées, c'est pour les adolescents, c'est pour les enfants, c'est pour des personnes qui ont des problèmes de santé, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, voilà. Les personnes avec des handicaps, il n'y a pas de restriction. Voilà. Dans tous les cas, ce qui est certain, on ne tombe pas dans l'eau quand on veut et comme on veut. Vous êtes des spécialistes de la matière, la natation. Comment est-ce qu'on se prend pour nager? Oui, et en tant que spécialiste, disons que il faut être accompagné à ses débuts et c'est ça notre rôle, accompagner les gens pour leur donner de bonnes bases, des fondements solides sur lesquels ils peuvent s'appuyer parce que c'est très important, comme vous venez de le dire. Une fois que pour les débuts, vous prenez une tasse ou vous buvez un peu, rapidement, on ne revient plus. Voilà, on ne revient plus. Donc, c'est très important pour les débuts d'être accompagné par des spécialistes pour vous rassurer, pour vous donner des bases solides sur lesquelles vous allez surfer plus tard. Alors, justement, là que je viens à vous maintenant, on a vu ces images-là qui sont en train d'être passées sur l'antenne. Alors, vous avez organisé un événement. De quoi il s'est agi? Et il s'agissait d'un événement de natation, Swimming Challenge, la deuxième édition, qui mobilisait les enfants et puis les plus jeunes, adolescents et plus de 18 ans. Donc, l'initiateur même est là, c'est Alexandre. Et le but, c'était de sensibiliser autour de la natation et réveiller cette envie de compétir chez les tout petits et même ceux qui ont l'âge un peu avancé. Voilà, donc c'est vous bien, Alexandre, qui avez permis donc à ces jeunes-là, ces tout petits convois, de se jeter à l'eau. Quel a été l'objectif pour vous? Oui, l'objectif c'est d'amener les gens à la natation de compétition. L'objectif aussi c'est de détecter de jeunes talents qui peuvent faire carrière dans la discipline. Et pour cela, il faut s'y prendre tôt, il faut commencer très jeune. Et il n'y a pas mieux que la compétition pour révéler des talents et pour créer, susciter des carrières, des passions.
Donc, une fois qu'ils se mettent à l'eau en compétition aussi jeunes, voilà, ça réveille des envies, ça crée des passions, ça crée des carrières. Et l'objectif, c'est en même temps détecter des jeunes talents créés, mais amener tout le monde ou démystifier la discipline, faire en sorte que cette discipline soit accessible à tous, que tout le monde sache comment ça se passe au niveau de la natation. Voilà, et après les événements, quels sont vos sentiments, comment ça s'est passé? Vous avez eu satisfaction, vous avez eu gain de cause? Oui, nous disons que nous avons été satisfaits, nos objectifs ont été atteints. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous nous réjouissons du déroulement de l'événement, de l'engouement qu'il y a eu autour de l'événement. Maintenant, les parents sont venus avec les enfants, ou bien les enfants sont venus seuls pour le suivre? Et les parents, sur les images, vous allez voir, il y a les parents qui ont accompagné les enfants et qui ont aussi aimé et souhaité que l'initiative se pérennise, qui ont accompagné avec beaucoup d'engouement cet événement. D'accord. Alors, Barak, vous êtes également un maître nageur. Hein? Alors, que souvent, quelle est la procédure, comment vous passez pour pouvoir rassembler ces jeunes tels qu'on l'a vu sur les images? Vous passez dans les écoles, vous passez dans les maisons, comment on s'y prend? Effectivement, il y a les écoles, il y a les réseaux sociaux pour motiver vers la discipline, motiver les gens à pratiquer, que ça ne soit pas juste un truc de loisir, mais qu'on amène les gens vraiment à comprendre que c'est une discipline sportive comme toutes les autres. On peut faire carrière dedans, on peut en faire un sport qui va nous permettre de sortir du lot. Et donc, par la communication, nous amenons les gens vers la discipline. C'était encore... Quand ils viennent, comment on se prend? On essaie de détecter si vous savez faire, si vous ne savez pas faire, comment on commence. Si je ne m'abuse pas, je crois qu'il y a un petit bassin, il y a un grand bassin. Dites-nous un peu comment on se prend. Bien évidemment, pour un débutant, il faut d'abord l'amener à la familiarisation. Il faut l'amener à se familiariser avec l'eau. Avec l'eau et ensuite on va évoluer vers la construction d'un corps qui flotte et un corps qui se propulse, et puis on aboutit au mouvement proprement dit. Donc à la base, il faut d'abord amener la personne à aimer. Généralement, quand l'homme est mis dans l'eau pour la première fois, il y a une peur qui ne dit pas son nom. Donc on réagit dans l'instinct de survie. On est très crispé et tout. Donc il faut amener la personne à se mettre en confiance et se détendre avant de vraiment parler maintenant de la technique. La technique. Et ça peut prendre combien de temps pour maîtriser? Il n'y a pas un temps fixe, mais généralement, il faut dire la moyenne, sinon le minimum c'est 3 mois. 3 mois. Après 3 mois, vous devez être un bon nageur. Bon nager, c'est trop dire. Mais vous saurez nager, mais bon nager. Je suis en train de voir le temps que ça peut me coûter pour que moi aussi je devienne un grand nageur. En tout cas, je dirais, les confrères sont là bientôt, ils vont être sur le plateau. Je vais leur poser la question. Quand on parle de natation au Togo, quels sont les noms qu'on retient? Et puis, bon, qu'est-ce qu'ils foutent véritablement? Parce qu'on n'en voit pas assez quand on parle de la natation. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Est-ce que c'est les nageurs qui manquent? Pourquoi le Togo n'a pas encore fait parler de lui en matière de natation? Et vous, en tant que spécialiste ou coach dans le domaine aujourd'hui, maître nageur, si je me permets le terme technique, qu'est-ce que vous voulez apporter à cette jeune génération pour que demain plus de lumière? Oui, il faut dire que la natation togolaise n'est pas parmi les dernières. Et comme athlète, les 3 dernières éditions des Jeux Olympiques, la natation togolaise a été représentée valablement. Maintenant, nous devons travailler pour que ça soit médiatisé, pour que le grand public sache que ce qui existe, et amener plus d'athlètes. Parce que pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas. Et donc, si on doit détecter entre 10 et entre 1000, on est sûr que parmi 1000, on va trouver un meilleur que parmi 10. Et c'est ce que nous voulons faire. Amener beaucoup d'enfants autour de la natation. Et comme ça, on est certain de trouver de vrais
nageurs de très talentueux qui peuvent vraiment hisser haut les couleurs du pays. Voilà. Donc après cette deuxième édition de cet événement que vous allez organiser, les ambitions aujourd'hui, c'est quoi? Oui, les ambitions, c'est de continuer à organiser de tels événements, donc la troisième édition, mais en même temps aussi d'organiser des campagnes pour apprendre à nager aux enfants et à tout le monde, comme on l'a dit tout de suite. Il faut d'abord apprendre à nager avant d'aller à la compétition. Donc voilà, nous travaillons également à la base avec les enfants, avec les écoles, pour qu'on ait beaucoup de personnes qui se mettent à la natation. Naturellement, on aura assez d'athlètes qui vont s'engager sur les différentes compétitions. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que des gens se permettent il y a des risques dans le métier quand même? Est-ce qu'il y a certaines situations que vous, les spécialistes du domaine, vous décrier ou vous dénoncer? Comme tout métier, il y a des risques. Maintenant, dire dénoncer, je pense que c'est un peu trop fort. Mais nous souhaitons que que la discipline soit accompagnée, qu'on mette des moyens et qu'on mette vraiment une politique. Et vous l'avez dit tout de suite, on ne sent pas vraiment la natation togolaise. Je pense que quelque part, c'est la politique qui manque un peu pour cette discipline. Donc s'il y a une politique, on va mettre des moyens, on va mettre des infrastructures, on va accompagner aujourd'hui. Et c'est les parents et nous, certains qui aimons la chose, qui faisons des efforts pour que cette discipline soit connue et je dirais de tous. Parce que la plupart du temps aujourd'hui, les gens pensent que cette discipline, c'est une discipline réservée aux nantis. D'ailleurs, déjà aller à la piscine pour les gens, c'est aller s'amuser, prendre du plaisir. Voilà, c'est du luxe. C'est pas ça, c'est une discipline comme le football. On peut sortir de grands noms et on peut sortir des ambassadeurs aujourd'hui. S'il faut des repères pour reconnaître notre pays ailleurs, vous savez, il n'y a qu'un seul nom. Et donc ça peut venir à travers la natation également. Et il faut dire que c'était une satisfaction, comme on l'a dit. Il y a eu de l'engouement autour de la chose. Et nous voulons mettre l'accent sur le genre également. Parce que la participation, cette fois-ci, il y a 35 garçons et puis 13 filles seulement. Et donc, et sur les 35, il n'y a que 13 filles. Il y a eu 43 au total. Et 48, vous m'excusez. Et 13 filles, et puis 35 garçons. Donc, là, en même temps, lorsqu'on regarde de près, nous voyons que les filles sont aussi en marche. Donc, il faut déjà motiver les parents à mener leurs filles. Faut pas que ça soit que les garçons, mais les filles, c'est une discipline individuelle. Donc, pourquoi ne pas mettre tout le monde? Si vous avez une fille, déjà qu'elle ne joue pas au foot, c'est pas très réservé aux filles. Donc, la natation, c'est l'occasion. En tout cas, dans les mentalités, c'est les hommes. C'est ce qu'on pense. Et pour les bassins, comment vous en sortez? C'est des négociations? Oui, exactement. C'est des négociations. Nous circulons sur les bassins. Nous essayons de négocier des arrangements pour faciliter l'accès aux enfants, pour avoir des tarifs abordables pour que nous puissions travailler. Parce que, oui, comme on l'a dit, beaucoup pensent que c'est un sport de luxe. C'est un sport de luxe. Et effectivement, beaucoup ne s'aventurent pas vers la piscine par faute de moyens. Donc, nous mettons en place des stratégies qui puissent permettre à tout le monde de venir à la piscine. Ce n'est pas que les gens ne s'intéressent pas à la discipline, mais c'est vrai, c'est un peu parfois que les situations ne le permettent pas. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour tout le travail que vous abattez pour relever le niveau, pour quand même pousser ce sport-là, cette discipline-là un peu de l'avant. Nous espérons vous retrouver très prochainement et donc pour partager autour de ce plateau-là et éclairer davantage l'opinion. Nous parlions de la natation, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous étions avec Balak Patia. Un dernier mot, s'il vous plaît. J'encourage tout le monde à venir à la natation et surtout les parents qui ont cette envie de mettre leurs enfants dans un sport. Je les conseille de choisir la natation. Où est-ce qu'on va vous retrouver? Si on veut nager là, il faut venir sur le terrain du lycée. Il faut venir à la piscine. Et parlant de piscine, si vous permettez, vous pouvez me retrouver à la piscine Myriam, tout près de l'école Lamadou.
Et il y a plein de piscines, il y a Philopark, il y a plein de piscines. Donc, Simplement vous nous contactez. Vous avez un réseau quoi. Exactement. Si on vient dans une piscine, là, on va retrouver le maître nageur. Ou plus facilement, vous trouvez notre contact et puis le tour est joué. D'accord. Donnez quand même le contact, je vous le permets. Si vous voulez donner le contact, ceux qui sont en train de me suivre, s'ils veulent bien noter pour et donc vous avez le 90, 70. Non, on va les poser aussi. D'accord. Le 90, 70, 93, 77 ou le contact du Et voilà, vous pouvez nous joindre également au 90, 92, 50, 08 ou plus facilement aller sur notre page Facebook. Nous avons une page Facebook intitulée Natation pour tous Togo. Natation pour tous Togo. Voilà, vous allez sur Facebook, sur cette page et vous allez avoir les contacts et tout ce qu'il faut comme information. Merci, cher maître nageur, d'être passé sur ce plateau de la télévision deuxième pour parler de vos activités. Plein succès, nous vous souhaitons force et courage et on espère vous retrouver très prochainement pour d'autres débats. On s'arrête ici de l'autre côté de la région, on prend le souffle et puis on revient pour la suite de notre analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. Analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. Analyse, décryptage, infosport, zoom sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de notre émission. Nous retrouvons nos invités qui ne sont autres que nos confrères Grégoire Atino. Bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir spécial à tous nos amis musulmans. À tous nos amis musulmans, bien évidemment. Appel Sidoji. Oui. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les télésportifs et bonne fête à nous les musulmans. À vous les musulmans. Comme le dirait quelqu'un, ça fait longueur. Hein? Oui, ça fait longtemps, mais vous savez que j'ai l'habitude de le dire, dès que je bouge un tout petit peu, je quitte un peu la maison 2, la TV2 bien entendu. Et quand je reviens, la question m'a toujours été posée, Abel, tu as disparu, voilà. Et je garde quand même ce privilège, et permettez-moi quand même de garder toujours ce privilège d'être l'un des anciens consultants sur la 2. Pour raconter un peu cette histoire où ma première apparition sur une chaîne de télévision en tant que reporter, journaliste ou consultant, c'était sur la télévision deuxième et en 2006. En 2006. Voilà. Et donc quand la chaîne était encore de l'autre côté de l'hôtel du 2 février. Et du coup, je garde quand même ce privilège d'être loin des anciens intervenant sur la télévision, et surtout que c'est cette télévision qui m'a montré pour la première fois en tant que reporter ou analyste, voilà, débatteur sur une chaîne de télévision. En tout cas, c'est un plaisir. Donc je reviens donc toujours à la maison. C'est un plaisir pour moi de mon côté, parce que tu as été vraiment disponible à chaque fois que nous t'invitons pour nos débats et pour éclairer l'opinion publique. Alors Grégoire, oui. On va aller plein pied donc dans notre débat de ce soir. Vous avez vu ces jeunes avec moi sur ce plateau lorsque vous étiez en off. On parlait de la natation togolaise.
Qu'est-ce que vous en retenez? Non, mais écoutez, faut pas se voiler la face. En tout cas, il y a rien concernant la natation au Togo. Non, il y a rien. On ne sait même pas si cette discipline existe véritablement au Togo. On sait qu'il y a certains qui sont là, qui pratiquent cette discipline, mais on n'a pas d'informations. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas tellement d'informations. On n'a pas d'informations par rapport à cette discipline. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu quand même une Togolaise qui a participé aux Jeux Olympiques. Je voudrais parler de Rebecca Djokbosi qui a participé aux Jeux Olympiques. Et puis finalement, c'est fini. On n'a plus d'informations. On sait que c'est une fédération qui a tellement des problèmes parce que d'aucuns disent que non, qu'il n'y a qu'une seule personne qui dirige cette fédération et donc les autres, ceux qui pratiquent même la discipline sont écartés et non, mais à chaque fois au niveau du comité national olympique, on compte toujours avec cette discipline là et quand les activités, quand des compétitions arrivent, on parle toujours de cette discipline. Je rappelle bien sûr que le président de cette fédération, c'est M. Kossi, c'est lui qui est le président de cette fédération, mais depuis, il n'y a pas on ne sent pas, on n'organise pas des compétitions pour les nageurs. Ce sont des clubs, ce sont des personnes elles-mêmes qui organisent donc certaines activités. On couvre ces activités-là, mais quand vous leur posez la question par rapport à la fédération, on va vous dire que non, qu'on ne sait pas que cette fédération n'existe que de nom. Voilà un tout petit peu l'information que moi j'ai par rapport à cette discipline. Alors que quand on va sur le plan international, on connaît quand même des grands nageurs. On peut parler de Michael Phelps, on peut parler de Laure Manodou, on peut parler de son jeune frère Florent Manodou, encore Alain Bernard, Yann Top et autres. Voilà donc des athlètes de renom, ceux-là qui sortent véritablement de cette discipline parce que quand il y a des activités, c'est uniquement sur le plan international. Sur le plan national, on n'a pas d'informations. Oui, mais Grégoire, en tout cas, a décrit la scène, la situation telle qu'elle se présente au Togo. Vous savez que c'est autant quand même de Rebecca Kossi que le public sportif a eu quelques bribes d'informations sur cette discipline, sur l'existence de cette discipline. Et à l'époque aussi, il y avait tellement de problèmes sur le plan organisationnel, bien que ce soit donc son papa. Puisque quand on parle du président de la fédération, M. Kossi, c'est le papa de Rebecca Kossi. Il faut quand même, voilà. C'est le même nom. Oui, donc c'est son père, d'accord? Et donc, il y avait des problèmes de coordination, d'organisation et de préparation naturellement pour ces athlètes-là. Et maintenant, Rebecca étant, elle était donc la plus jeune athlète à l'époque lors de ces Jeux olympiques. Elle n'était pas qualifiée, mais c'était les Jeux olympiques de Rio. Voilà. C'était quand même une invitation où voilà, il y a quand même un plan, bien un schéma tracé par le CIO pour inviter certains pays ou bien certains athlètes. Et donc c'était dans ce cadre-là. Et après elle, il n'y a plus quand même rien. Mais le président de la fédération demeure quand même M. Kossi. Entre-temps, il y a de cela, je sais, ici c'est quelques mois en arrière, on nous a annoncé une AG élective où M. Kossi a été encore reconduit à sa propre succession. Bon, comment est-ce que les choses se sont passées? Nous, on n'était pas quand même informés, on n'était pas au courant de l'événement. C'était quand même une AG organisée voilà, à huis clos. Et du coup, la fédération continue, mais c'est une fédération où les gens se plaignent tous les jours. Vous voyez un peu, même le président se plaint, mais lui-même il se plaint de n'avoir pas tous les moyens de faire, etc. Mais c'est lui-même, c'est lui seul qui sait pourquoi il s'accroche à cette discipline-là. Et au niveau du CNO Togo, mais moi je me dis, si de ces fédérations peinent à sortir la tête de l'eau, ou alors des athlètes de certaines disciplines ne bougent pas, je me dis que c'est le CNO, que ça revient au CNO de redresser quand même. Oui. Maintenant, si par affinité, par amitié ou par fraternité, on ferme les yeux, on se laisse faire, ou bien on laisse faire, mais ça va quand même agir sur la jeunesse qui aspire naturellement, bien qui est passionnée de cette discipline. Sinon, ces jeunes qui viennent de passer, ils ont envie quand même de faire quelque chose, mais bon, organiser une activité autour d'une piscine, etc., pour
imprimer quand même un rythme à la jeunesse, bien à l'enfance, naturellement, de s'appliquer dans cette discipline-là. Si au sommet, les choses ne sont pas bien faites, mais est-ce que à la base, ce qui est fait sera véritablement comptabilisé? C'est le souci que nous avons. Mais bon, courage quand même à ces organisateurs privés. Voilà. On y reviendra certainement dans nos prochaines émissions s'il y a lieu pour en parler de cette discipline qui peine véritablement à s'imposer. Qu'est-ce qui cause le problème? On y reviendra. Permettez donc, chers invités, qu'on évolue dans le débat. Nous allons donc, comme je l'ai dit, faire un survol au niveau de nos amis du Bénin pour parler de cette édition 2022 du Tour cycliste international. Le coup d'envoi sera donné demain, puisque déjà aujourd'hui, tous les coureurs sont déjà là. Elles sont pratiquement 17 équipes de 13 pays. Le Tour du Bénin est désormais classé au rang 2.2 UCI, Union cycliste internationale. Oui, vous avez parlé du 17e Tour cycliste international du Bénin qui va démarrer demain. Entre-temps, il y a eu quand même la conférence de presse pour annoncer l'événement. Aujourd'hui, il y a eu la présentation des équipes, en passant justement par les coureurs et également leurs assistants. C'est ce qu'on a eu comme information. Le Togo sera également donc à ce Tour cycliste international du Bénin. Et bon, on sait que entre-temps, il y a eu quand même une course de présélection qui a été organisée de Lomé à Tchévier, c'est-à-dire en passant par Vaughan, Haoto et autres, pour arriver donc Tablego pour arriver à Tchévier. Et à la fin, il y a quand même certains coureurs qui ont été retenus, qui ont été présélectionnés pour quand même une mise au vert. Et à l'issue donc de cette mise au vert, 6 coureurs ont été retenus pour participer donc à cette compétition, parmi lesquels il y a Akanga Raouf qui marque ainsi son retour. Oui, l'ancien numéro 1. C'est parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est encore le numéro 1? Parce qu'il n'a plus participé à des activités de la Fédération togolaise de cyclisme. Parce que, oui, entre-temps, il y a eu problème entre lui et l'ancienne fédération. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est un nouveau bureau exécutif qui dirige donc cette fédération. Et donc, aujourd'hui, il y a 6 coureurs qui représentent le Togo. En tout cas, vous savez, ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'il n'y a plus d'activité concernant cette discipline, parce que oui, il y a eu problème au sein donc de la fédération, mais également il y a cette pandémie qui a arrêté beaucoup de choses, et donc c'est maintenant que les activités ont repris justement par cette course de présélection. Et aujourd'hui, les athlètes ou bien les coureurs togolais se retrouvent du côté du Bénin pour participer à ce tour cycliste. On sait, est-ce que le Togo a véritablement, quelle est la forme des coureurs togolais à cette compétition? C'est la grande question, parce qu'on sait que à la dernière participation, ou bien la dernière participation d'Akanga Raouf, Akanga avait pratiquement le maillot jaune. Ce n'est pas pratiquement, il avait le maillot jaune jusqu'à la veille de la fin de ce tour cycliste là, et quand son vélo a connu donc des difficultés cassées, et donc c'est par là il a perdu ce maillot jaune là. Sinon, il allait quand même revenir avec le trophée du meilleur de ce tour. Et donc, selon lui, il a dit, pour préparer cette compétition, il a dit qu'il a quand même une histoire avec le Tour du Bénin. L'histoire, c'est qu'il veut prendre sa revanche sur le Tour du Bénin. Est-ce que c'est le moment pour lui de prendre cette revanche-là? Parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'il n'a plus participé à des activités, surtout sur le plan international, parce que ayant connu donc des problèmes avec l'ancienne fédération, il a été écarté, et donc il n'a plus participé à des activités en tant que tel. Il s'est donc retrouvé du côté de Palimé pour en tout cas essayer de faire son petit vélo. Ensuite, il s'est retrouvé du côté de l'Europe. Aujourd'hui, il revient. Est-ce qu'il va quand même revenir en tant que numéro 1 du Togo? Moi, je crois que ce sera l'issue justement de ce tour cycliste-là. C'est donc du 2 au 8 mai que les 13 pays vont compétir sur plusieurs pistes du Bénin. On se pose la question aujourd'hui, quelle est la forme réelle de notre équipe, ou bien des coureurs togolais qui participent à cette compétition-là? Quand on sait qu'au plan national, à part le tour de l'indépendance, on ne retient pas grand-chose. Oui, on ne retient pas grand-chose. J'étais quand même à l'intérieur, j'ai vu par moment des cyclistes faire en tout cas un tour de la ville d'Atakpamé par exemple. J'ai eu quand même assisté à une scène pareille. Je me disais que bon,
non, c'est peut-être des séances d'entraînement qui se poursuivaient donc pour le tour. Puisque c'est à Tapamé, l'équipe a été mise au vert. Voilà, et donc j'ai vu quand même l'équipe courir. Et de toutes les façons, vous savez que il y a des disciplines qui ne devraient normalement pas souffrir, mais au Togo, ces disciplines acceptent de souffrir et moi, je ne peux pas quand même comprendre cela. Quand on prend par exemple le cyclisme, le Togo a des montagnes. Nous avons quand même des montagnes. Vous allez quand même dans la région de la Kara, dans la Kosa par exemple, il y a quand même des belles pistes sur lesquelles les coureurs peuvent quand même s'entraîner pour titiller quand même nos adversaires du Burkina Faso par exemple et du Bénin voisin. Maintenant, on se laisse faire, on vient à Lomé, on court à Tchédi, on revient par Lomé où il n'y a pas quand même d'obstacle, vous voyez un peu. Alors que l'obstacle quand même c'est à l'intérieur du pays, à Tapamé par exemple, c'est un bon cadre. Mais au-delà de ça, on peut quand même monter encore, aller à l'intérieur, au nord du pays quand même pour s'acclimater et également s'entraîner. Vous voyez par exemple ce tour, ce 17e tour du Bénin va commencer où? À Natitengu, au grand nord du Bénin. Et donc, ils vont courir du nord vers Cotonou, vers le sud. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est entraîné au sud pour aller compétir au nord, etc. Donc, c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, Akanga Raouf qui revient, bon, on dirait à quoi qu'on dise, il est forcément quand même le porte-flambeau du drapeau togolais, même si 2-3 ans en arrière, il s'est quand même effacé ou bien on l'a mis de côté par rapport aux difficultés, aux problèmes qu'il a eu avec la fédération dirigée par l'honorable Gagou. Je me dis que oui, il a une histoire avec le Tour du Bénin et il s'est vu quand même son vélo cassé à la dernière étape. Mais aujourd'hui, nous avons presque 80 coureurs qui vont prendre part à cette compétition, des coureurs venus de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de la France, etc. Et le Bénin également qui est quand même sur son territoire, bien les coureurs béninois qui sont donc sur leur territoire et tout. Ça va être un peu quand même compliqué à Akanga Raouf quand même avoir le courage de le dire. Mais bon, s'il a quand même cette rage de revanche, je me dis quand même que nous pouvons compter avec lui. Mais il va falloir également qu'il ait la notion de l'équipe, de travailler quand même bien, d'évoluer en équipe pour que au moins si lui ne pouvait pas passer, qu'il donne la chance à un autre coureur de pouvoir passer afin que le Togo ne revienne pas brodus. Il y a quand même 7 maillots à remporter au cours quand même de ce tour avec de gros sponsors derrière, et donc le Togo peut quand même tout faire et pour arracher quelques maillots sur certaines étapes. D'accord, je vais vous revenir, Grégoire, attirant le temps pour moi de donner donc la liste de ces, ou les noms de ces 6 coureurs togolais qui représentent le pays. Il y a Abdou Raouf Akanga, il y a Abinon Amen, il y a Dakou Edem, il y a Saliou Sadikou Mohamed, il y a Kako Kwaku, il y a Banya Mounirou. Voilà donc ces coureurs qu'on a vus, et je rappelle, c'était sur, je ne sais pas si c'est sur le Tour de l'Indépendance, où c'est le jeu d'équipe qui a fait que Akanga Raouf s'est retrouvé deuxième. Il y avait oui, c'était le Tour d'Atapamé. C'était le Tour d'Atapamé. Il y a eu une course au niveau d'Atapamé et qui a fait que Akanga Raouf s'est retrouvé deuxième. Et puis il y a également tout récemment la course de l'indépendance. Mais vous savez, Akanga Raouf essaie quand même de faire un travail du côté d'Atapamé, du côté plutôt de Palimé. Du côté de Palimé, il a une équipe avec laquelle il participe donc à des compétitions. Mais là, il y a quand même un travail, parce que moi j'ai remarqué cela lors du tour de présélection. Il y a quand même à l'issue donc de ce tour de présélection, l'équipe d'Akanga Raouf a pratiquement tout raflé. Pratiquement déjà les 6 premiers viennent donc de Projet Cycling de Palimé. Donc, et quand vous voyez également leur matériel par rapport aux autres, ils ont quand même de bons matériels, parce que Akanga Raouf a des partenaires du côté donc de l'extérieur, surtout en Europe. Et donc quand le gars sort, il va en Europe, quand il revient avec des matériels. Donc ça a permis quand même à son équipe
l'équipe de prendre la place. Maintenant, en dehors de ça, Kanga Raouf, lors de ce tour de présélection, il s'est retrouvé 6e. Et lors du dernier tour de cette course-là, Tapamé, il y a quand même son équipe qui s'est également imposée, mais également la course de l'indépendance. Il y a d'autres, vous avez cité les noms, mais il y a également Abinon, un jeune, un très jeune d'ailleurs, un très jeune coureur, mais qui essaie quand même de faire parler de lui. C'est lui d'ailleurs qui lui a ravi donc la première place la dernière fois. Il y a également Dakou Edem qu'on ne présente plus. Vous savez, le Togo a quand même connu des grands cyclistes. Aujourd'hui, celui-là qui est l'entraîneur de l'équipe nationale, c'est un ancien champion. Je voudrais parler d'Anane Kofi. Nous, quand on était tout petit, on entendait parler de ce nom-là parce qu'à chaque fois qu'il y a Tour du Togo, il n'y a que ce nom-là qui revient. Anane Kofi qui remporte le Tour du Togo, Anane Kofi qui remporte des étapes. En dehors de Anane Kofi, il y a eu d'autres coureurs également qui ont fait parler d'eux. Aujourd'hui, le Togo ne se signale plus en tant que tel au niveau donc de ce Tour cycliste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Togo se retrouve? Même quand le Togo organise le Tour du Togo, c'est difficile de voir un Togolais s'imposer. Le Togo ne s'est plus imposé sur le Tour du Togo. Ça fait très longtemps, en dehors de ce Français-là qui a été entre-temps naturalisé Togolais, qui a pris donc la première place. Et donc, au-delà de ça, mais maintenant, avec cette nouvelle fédération, on a quand même cette envie de redonner cette place-là. Mais moi, je crois que ce qui pourrait permettre aux cyclistes togolais de mieux préparer le Tour du Bénin, c'était véritablement le Tour du Togo. Parce qu'on sait qu'avant, ce Tour du Togo est organisé avant justement le Tour du Bénin, également encore d'autres tours. Il y a le tour de la RDC ou encore le Tour du Faso. Le Togo organisait justement son tour là en avril, ce qui permet justement à cette équipe de préparer les autres tours. Maintenant, ça n'a pas été fait. On nous dit que ce tour là sera organisé peut-être en juin. Bon, maintenant, il va falloir, peut-être que c'est le Tour du Bénin qui va servir donc de préparation à cette équipe-là au Tour du Togo. Mais on verra également la prestation de ces cyclistes-là à ce Tour du Bénin. Voilà. Vous avez parlé du matériel là. Entre-temps, en passant, le vélo d'Akanga Raouf qui s'est cassé sur ce Tour du Bénin là. Aujourd'hui, on retient quand même que le monsieur, il a pris du temps pour construire son projet à Kpalimé avec des partenaires. On se pose la question, comment est-ce que si un petit centre comme ça pourrait avoir des ambitions, avoir des partenaires au niveau du pays, comment on se prend pour pouvoir fournir du matériel à ces coureurs, parce que c'est de ça qu'il est question. Oui, c'est de ça effectivement qu'il est question. Et vous vous rendez compte que par le passé, le Togo n'avait pas plus de 5 vélos, vélos de course, vrai, le Togo n'en avait pas. Autant même d'Akanga, au niveau quand même des fédérations, des anciennes fédérations, bien des bureaux, puisque la fédération, elle reste quand même la fédération de cyclisme. Mais il n'y avait pas de vélo. Il n'y avait pas quand même cet engagement de bien faire la chose. Mais aujourd'hui, Akanga Raouf est un acteur. C'est un athlète. Il continue quand même par représenter le Togo. Il continue par courir. Mais quand il veut faire quelque chose, je pense quand même qu'il doit bien le faire. Parce qu'il a souffert. Akanga a souffert du manque du matériel. Et sur quand même le champ, sur le champ de bataille, on dira. S'il avait quand même un vélo de qualité, mais il allait remporter ce Tour du Bénin. Vous voyez un peu. Et donc, c'était quand même pour lui, à mon avis, une façon quand même de révolutionner la discipline. Et c'est ce qu'il est en train de faire, il le fait très bien. Maintenant, si vous êtes dans un domaine, vous voulez quand même tisser des relations, il va falloir quand même tisser des relations dans ce domaine-là pour pouvoir nourrir naturellement vos ambitions. Vous voyez un peu. Donc, je me dis que Akanga Raouf ne peut que faire quand même du bon. Et c'est ça. Maintenant, au niveau des fédérations, qui sont ceux qu'on élise au niveau de nos fédérations? Est-ce qu'ils sont des amoureux de la chose? Est-ce qu'ils sont des hommes d'affaires parachutés pour camoufler un tout petit peu leur business? Mais c'est la grande interrogation. Et si vous voulez que je réponde encore à cette question, je vous dirais que à la tête de nos différentes fédérations, c'est des hommes d'affaires parachutés et qui viennent bloquer, qui n'ont pas d'ambition. Et voilà, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de vision pour la chose, voilà, pour la discipline pour laquelle ils sont élus. Et donc c'est ça qui bloque les choses. Quand un homme d'affaires, un vendeur
de tomates, par exemple, un distributeur de tomates, il a beaucoup d'argent, c'est un homme d'affaires. Et donc, on le prend pour membre d'une fédération quelconque. Quand il voyage sur la Chine, au lieu d'aller dans des entreprises de fabrication de vélos ou du matériel de sport, il va tourner d'abord son regard vers où? Vers l'usine qui fabrique de la tomate en boîte. Vous voyez un peu. Et dans ce cas-là, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on ait du matériel, du bon matériel pour les disciplines sportives, ou bien qu'on ait plutôt des produits d'alimentation qui atterrissent au port de Lomé, qui chutent au port de Lomé. Vous voyez un peu. Et donc, c'est ainsi caricaturé le développement que nous faisons de nos disciplines au Togo. Et donc, on ne peut quand même avoir nos yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure du CIO Togo, qui devrait normalement taper du poing sur la table et redresser la barre. Oui. Au-delà du CIO Togo, il y a le ministère des Sports, qui devrait également, parce que tout le pouvoir revient quand même à ce ministère-là, de recadrer les choses au niveau des disciplines sportives. Et donc, je me dis que si ça ne va pas au niveau des fédérations, ou déjà, nous savons que ces gens-là sont venus pour leur business. Le ministre n'est pas là pour son business. Le président du CERN n'est pas là pour son business. Ils sont là pour redresser la chose et donc ils doivent quand même le faire. Merci bien. Et il faut le rappeler, donc sur le tour du Bénin, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Allemagne, il y a le Bénin, il y a la Belgique, il y a le Burkina Faso, il y a le Pays-Bas, il y a la France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Mali et le Togo. Comme nous l'avions dit, le coup d'envoi c'est donc demain mardi et ce jusqu'au 8 mai. On ne peut que souhaiter bonne chance aux coureurs togolais. Certainement que nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions pour faire le point de la participation du Togo à cette 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. Voilà, on va évoluer maintenant, prendre une autre discipline. On parle maintenant football puisque le week-end a été vraiment chargé pour Grégoire Ratignon, pour Abel Zidodi également. Pendant que la première division disputait la 5e journée des playoffs, la deuxième division, elle autre disputait la première journée. Les matchs ont été suspendus depuis la fin de la phase régulière. Que s'est-il passé? Oui, entre-temps, vous savez, il y a eu donc la fin de la phase régulière. Je voudrais parler justement de la première division. Ensuite, il y a quand même un match qui a été joué. La première journée a été disputée et puis patati patatra, on bloque encore cette phase des playoffs pour permettre donc à l'équipe nationale de se préparer, de participer à son stage à Antalya. Mais là, la question qui a été posée, c'est par rapport, est-ce que c'est réellement par rapport à ce stage-là que ce championnat-là a été donc arrêté? Maintenant, le championnat a repris, mais encore après 2 matchs, on arrête encore ce championnat. D'aucuns disaient que c'est par rapport à la Coupe de l'Indépendance. Est-ce qu'à chaque fois qu'on doit jouer la finale de la Coupe de l'Indépendance, il faut arrêter le championnat? D'aucuns disent non, que c'est la demande d'un club ou bien des clubs, de certains clubs qui ont fait que la fédération a finalement cédé donc à cette demande-là et a donc fait repousser le championnat. Ça fait que les résultats, on ne les voit pas, les résultats ne suivent pas ou bien ne se suivent pas comme cela se doit. Parce qu'il y a une équipe qui peut-être aujourd'hui reste dans une dynamique, mais quand après un match vous lui coupez l'élan, vous comprenez donc que ça va être difficile pour cette formation-là, et c'est ce à quoi nous assistons. Maintenant, le week-end dernier a été disputé la 5e journée, en attendant bien sûr la 4e qui va se jouer le mercredi prochain. Cette 5e journée, on a vu la réaction d'Asco de Kara, qui a déversé toute sa colère sur le Dynamique togolais. Pourtant, le Dito n'en est pour rien. Et donc, on a déversé un peu la colère sur les militaires. 4-0. C'est un peu surprenant parce que là, quand on parle de cette équipe du Dynamique togolais, c'est difficile quand même de venir à bout, de marquer même un but à cette formation. Mais Asco a trouvé jusqu'à 4. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé véritablement du côté du club militaire. Mais c'est le football et c'est le résultat. Maintenant, en dehors de ce match-là, il y a eu également le match entre AS Togoport et Gomido de Palimé. Les deux équipes se sont donc donné coup pour coup, 2 buts partout. Et puis hier, il y a eu ce match-là entre la SCK et puis l'AS Bina de Pagoda. La SCK qui coupe également
l'élan à cette formation de la Bina qui reste quand même la surprise un peu de ces playoffs là, parce que quand vous voyez un peu cette équipe se produire, sa prestation, les joueurs, c'est vrai que ce ne sont pas en guillemets des joueurs de référence, mais c'est des joueurs qui quand même sur le terrain essaient donc d'apporter un plus. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire sur cette équipe, sur ce championnat de première division, la phase des playoffs qui continue, qui se poursuit le week-end prochain. La deuxième division, on a vu Étoile Filante qui a damé le pion à Fouada de Dapan par 2-0. Doumbé a fait match nul avec Tambo 2-2. Et puis Kora qui s'est incliné 3-1 contre 1 face donc à Espoir de Zieux. Oui, Espoir de Zieux et Étoile Filante ont pris quand même une bonne option pour, en tout cas, le titre. Puisque pour le moment, ce sont ces deux clubs-là qui sont en tête de classement avec le même nombre de points, même nombre de buts en différence. Et ça ne sera pas aussi trop facile quand même pour ces deux clubs, bien que aujourd'hui ils sont en tête et l'Étoile Filante avait déjà affiché ses intentions. Voilà, ses intentions. La saison, en tout cas de remporter cette saison et de revenir en première division après plusieurs années passées en D2. Les matchs des playoffs ne viennent que de commencer pour la D2. Il y a encore quand même beaucoup de choses, oui, beaucoup de journées, même si Fouadan a été quand même battu 2-0. Je me dis que Fouadan n'a pas aussi dit son dernier mot, parce que ce n'est que le début. On prend Tambo par exemple, qui a fait quand même jeu égal. Avec Doumbé de Mango. Et jusqu'alors, c'est les deux, Étoile et Espoir, qui sont décalés un tout petit peu. Mais les prochaines journées nous diront véritablement ce qui va se passer à la fin donc, de cette saison. Asco est parti pour être champion du Togo. Asco est sur une très bonne lancée. Asco est sur une très bonne lancée. Vous voyez que les matchs d'Asco se suivent et se ressemblent pratiquement, on dira. Et Grégoire l'a dit tout à l'heure, la dernière journée face à Dito a été vraiment surprenante parce que on ne s'y attendait pas. Oui, la colère de la Coupe de l'Indépendance, mais bien avant, mais c'est plutôt quand même une revanche. C'est plutôt une revanche donc de la SK sur Asco à la Coupe de l'Indépendance parce que la dernière journée entre ces deux équipes là, c'était 2-1. Asco l'avait emporté sur le stade Evala Stadium de Kara. Vous voyez un peu. Et donc, ce match n'était pas aussi trop facile pour les deux clubs. Et donc, c'était un match de revanche à Lomé. Mais bon, c'était quand même une coupe, la Coupe de l'Indépendance. Au-delà de ça, le championnat prime naturellement sur ces coupes-là. Et du coup, si c'est quand même une colère, ou bien c'est sous l'effet de colère que Asco est venu laminer les militaires. Bon, c'est quand même une bonne guerre, hein, c'est de bonne guerre, on dirait tout simplement. Et donc, Asco, quoi qu'on dise aujourd'hui, est sur quand même une très bonne lancée. Je voyais quand même au départ encore les deux clubs de la COSA revenir, mais ASK n'avait pas quand même, ne s'est pas prise à un moment donné au sérieux et ça fait que les choses ne marchent pas trop pour ce club-là. Mais aujourd'hui, ASK revient après ces deux dernières journées. ASK revient avec 6 points. Je crois que ce n'est pas encore perdu à ce niveau-là. Mais la révélation de cette compétition, de ce championnat, de ces playoffs, c'est l'AS Bina. C'est l'AS Bina qui surprend tout le monde. L'AS Bina était quand même à un moment donné premier de ces playoffs-là. Je me dis tout simplement que rien n'est encore joué, même si nous savons que, en tout cas, nous voyons de près la Asco de Kara soit champion ou vice-champion. En tout cas, ça va peut-être que la deuxième place va se jouer entre l'AS Bina, SK et puis peut-être Dito. En tout cas, on va attendre les dernières journées qui vont arriver dans les prochains jours pour donc en parler. On va quand même filer très vite parce que le temps qui nous reste n'est plus assez. On va parler de nos dames également. Dans tout ce que nous avons dit, on n'a pas encore retrouvé les dames, donc permettez qu'on puisse faire un clin d'œil à nos femmes parce que le championnat féminin va
démarré très on va le dire comme ça, le championnat, le démarrage est prévu donc pour le 14 mai. Le 14 mai avec 12 clubs repartis en 2 poules de 6. En 2 poules de 6, c'est ce qu'a annoncé la dernière fois la Fédération togolaise de football. Oui, bon, en fait, vous savez que ce championnat-là devait se jouer depuis le mois de mars. Ensuite, il y a eu report sur report. Et finalement, c'est cette date-là. En tout cas, ça doit démarrer avant qu'on ne sache véritablement que ce championnat féminin-là. Et pourtant, on devait donner plus de la matière à ces filles. Parce que oui, l'équipe nationale féminine du Togo est composée des joueurs pratiquement dont la majorité évolue donc dans notre championnat. Et donc, si on veut véritablement organiser des stages pour cette équipe nationale, il va falloir organiser le championnat. Et c'est à partir de ce championnat que la sélectionneur Tometi Kai doit quand même trouver des joueuses qui peuvent participer à ce stage-là. Maintenant, le travail continue toujours avec cet ancien championnat-là qui a été organisé, remporté justement par Amis du Monde. Il y a de ce championnat-là que le staff a pu détecter certaines joueuses et aujourd'hui qui sont en équipe nationale. Si on veut véritablement avoir des joueuses en équipe nationale, il faut organiser régulièrement le championnat pour cette catégorie. Mais si cela n'est pas fait, il faut s'attendre quand même à des pires résultats. Aujourd'hui, c'est un peu ça, et ça fait que le staff, toujours dans le cadre des préparatifs pour l'équipe nationale, dispute donc les stages là beaucoup plus à Lomé pour essayer quand même d'avoir une équipe avant de partir pour ce stage-là à l'extérieur. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des Togolaises qui évoluent dans des clubs en Europe. Wodikou Apiafa, ma fille, Nintegma Odette, Njambara Miratou, plutôt cette joueuse-là de Nathalie Bagaté. Il y a également cette joueuse-là de Swallows, Yaya Tekiatou, qui se retrouve donc à l'extérieur. Tout récemment, il y a également une qui est partie donc du côté de Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Voilà un tout petit peu comment se présente la situation. La sélectionneur a besoin quand même des joueuses. La majorité de l'équipe nationale vient donc justement de ce championnat-là. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas organiser ce championnat pour permettre au staff d'avoir quand même des joueuses dont elle a besoin pour composer donc son équipe pour le tournoi. C'était d'abord le mois de mars, le mois de décembre que ça devait démarrer. Après le report, on a annoncé la date de mars. Mars, depuis lors, on est resté là jusqu'à 14 mai finalement. On annonce le championnat féminin démarre. Oui, ben, on attend quand même de voir. On attend de voir si ça va démarrer. Finalement, on souligne quand même ce problème de connaître FIFA, de connaître FTF, et donc et que finalement ces 12 clubs qui ont pu quand même enregistrer leurs joueuses dans remplir les conditions, qui ont pu enregistrer donc les joueuses dans ce système-là. C'est pas encore fini parce qu'on annonce les dirigeants également qui doivent. Non, mais je crois que oui, tout a été fait en même temps. Mais quand même avec les responsables, on parle beaucoup plus des entraîneurs adjoints et les entraîneurs et puis leurs adjoints. Vous savez, au Togo, on a des entraîneurs qui se disent, ils sont donc des entraîneurs parce qu'ils ont passé la licence C ou bien la licence B après une semaine donc de travail. Je crois que c'est un peu là le problème qui se pose, et aujourd'hui on insiste à ce que les dirigeants également doivent quand même avoir leur badge, et pour avoir le badge il y a quand même des critères. Pour ce qui concerne les entraîneurs, il faut avoir quand même un niveau, et c'est donc par là que tu peux être sur le banc d'un club. Aujourd'hui, on voit, même si chez les clubs masculins, il y a des entraîneurs qui sont là, qui sont les entraîneurs titulaires, mais au cours des matchs, qui n'ont pas leur nom en premier sur la feuille de match. Et là, oui, parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions. Et là, ils sont devenus, entre parenthèses, des entraîneurs adjoints, parce que là, c'est l'adjoint qui devient titulaire. Et c'est un peu là où se pose donc ce problème-là au niveau donc du football féminin. Oui, justement. Donc, si la fédération nous dit aujourd'hui que c'est par rapport à cette situation que les choses traînent, aujourd'hui, au lieu de 16, on se retrouve à 12. Si ces 12-là remplissaient donc les conditions, je me dis quand même qu'il ne devrait plus y avoir de problème pour le démarrage le 14 mai prochain. Voilà, on va donner donc les poules. Dans la poule A, on retrouve Académie Amis du Monde, ARFC, Atlanta FC, Biliva FC, Tempête FC et puis Winner Girls. Dans la poule B, on retrouve Bella FC, Djabir,
Djara FC, Étoile féminine, et puis Gazelle et puis US Amour. Ça va se jouer encore deux poules, la zone nord et puis la zone sud. Oui, bon, la fédération, au fait, la fédération, au prime abord, voulait quand même organiser un championnat classique à 16 équipes. Donc maintenant, il y a certaines équipes qui ne répondent pas aux critères et donc elles sont obligées d'être et de se faire écarter. Et aujourd'hui, il y a quand même certaines équipes qui sont là, mais quand même c'est la majorité qui est là pour disputer ce championnat. En tout cas, il faut donner de la matière aux filles parce qu'on en donne aux garçons, mais il faut également donner de la matière à ces filles-là qui se préparent justement donc pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Il nous reste justement 5 minutes pour sortir de ce studio, donc on va évoluer dans le débat pour parler justement de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc 2022. La CAF réunie vendredi 29 au complexe Mohamed VI de Rabat a effectué le tirage au sort de cette 14e édition de la CAN féminine. Le Togo est logé dans le groupe B aux côtés de la Tunisie, du Cameroun et de la Zambie. C'est lourd, c'est vraiment lourd pour le Togo, il faut le dire d'entrée. Il ne faut quand même pas se leurrer, se voiler la face. Ça va être vraiment difficile pour les nôtres. Jouer face à la Tunisie, la vieille Tunisie du foot féminin, jouer contre le vieux Cameroun du foot féminin, ça ne va pas quand même être facile. Et donc, je me dis tout simplement que l'essentiel pour ces dames-là, c'est de participer pour cette fois-ci. Il faut quand même qu'on travaille psychologiquement ces jeunes dames-là avant le voyage sur le Maroc. J'ai assisté quand même à une scène similaire en Côte d'Ivoire avec l'équipe du Niger où le président Pelé, le président de la fédération, lui-même étant quand même président en exercice de l'UFOA zone B, était obligé de consoler ces jeunes filles-là qui ont encaissé plus de 15-16 buts lors de sous ces yeux, naturellement, le président de la fédération et le président de l'UFOA qui organise une compétition dont ces joueuses participent et donc auquel naturellement ces joueuses participent et qui prennent quand même ce score et donc ce résultat vraiment lourd. Donc je me dis tout simplement que c'est de ça quand même qu'il est question aujourd'hui. Préparons les nôtres. Dites-leur que ça va être difficile. Mais d'aller quand même mouiller le maillot. D'aller y mouiller le maillot parce qu'on ne va pas quand même se dire, oui, c'est un combat. Certes, c'est un jeu de foot où les 22 joueuses seront quand même sur l'aire de jeu. Le ballon sera rond pour tout le monde. Mais au-delà de ça, essayons de mettre chacun dans sa peau. Et dites-nous que la Tunisie n'est pas quand même au même niveau que le Togo. Le Togo n'est pas au même diapason que les Camerounaises, etc. Donc je me dis tout simplement que oui, le Togo est qualifié, c'est déjà un point. Maintenant, participer également, c'est une autre chose. Mais allons-y, mollo. Et la prochaine édition, peut-être, on fera mieux. Oui, et parlant justement de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai qu'on a obtenu quand même la qualification, une qualification historique. Et ça fait quand même plaisir au public sportif de voir son équipe nationale féminine se qualifier et pour cette première Coupe d'Afrique, bien cette Coupe d'Afrique des Nations pour une première fois. Maintenant, le tirage est là. Le staff connaît son tirage, les 16 adversaires de poule. Elle sait, la sélectionneur bien sûr, elle sait de quoi est quand même capable son équipe, ce qu'elle peut faire sur le terrain pour essayer donc d'affronter les informations. Quand vous approchez un peu de ce staff, on est beaucoup plus confiant. On est beaucoup plus confiant, il se dit même qu'on y croit, ce qui veut dire qu'on peut faire quelque chose. Mais quand vous vous retrouvez avec le Cameroun, écoutez, quand on parle du football féminin, le Cameroun reste le Cameroun reste quand même une référence. En dehors donc de cette équipe camerounaise, il y a la Tunisie qui est là, et il y a également la Zambie qui était au récent championnat, plutôt aux récents Jeux Olympiques, et qui a participé donc à ces Jeux Olympiques. Attention justement à ces équipes-là, parce que de cette poule à 4, il y a quand même une équipe là qui n'est pas connue, parce que là, la Zambie a participé à la CAN, l'Algérie plusieurs fois a participé à la CAN, le Cameroun plusieurs fois a participé à la CAN. Donc, maintenant, il va nous permettre de multiplier un tout petit peu les préparatifs. C'est pourquoi, en tout cas, on s'inquiétait un tout petit peu pour cette équipe-là. On se demandait si, véritablement, à travers ces petits stages-là, est-ce que l'équipe, on aura à asseoir
cette équipe-là digne de représenter véritablement le Togo, de participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il y a quand même certaines choses qui sont à l'extérieur. Wedikou Mafi, elle est là du côté donc de la France. Et Nathalie Badaté aussi qui se retrouve du côté de la France. Il y a Banyim Diallo également donc en France. Il y a les autres qui sont donc du côté du Maroc, Nintegma Odette et puis N'Djambara Amiratou qui se retrouve donc du côté du Maroc. Maintenant, il revient au staff de faire un programme. Elle a dit qu'elle a déjà arrêté un programme soumis à la Fédération togolaise de football, enfin, qui doit étudier véritablement ce programme-là. Et quand vous écoutez également le président de la Fédération, il dit que à l'approche donc de cette échéance, il va falloir permettre à l'équipe nationale d'aller s'acclimater, puisque ça se joue en Afrique du Nord. Il va falloir aller s'acclimater, que ce soit donc justement au Maroc ou encore dans un pays voisin, parce que en dehors de cette équipe ou bien du Maroc, il y a quand même la Tunisie, il y a l'Égypte, sans oublier donc l'Algérie. Le Togo peut aller quand même solliciter quand même un stage donc dans cette pays-là pour mieux préparer sa Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra forcément sur la préparatif de cette dame pour cette compétition, puisque la compétition est prévue du 2 au 23 juillet au Maroc. On verra un peu la forme avant donc le départ de la sélection togolaise. Chers invités, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est ici qu'on va devoir s'arrêter. Merci à Antoine Sokassi de l'autre côté de la caméra, Simon Aoui à la régie et puis à la collaboration extérieure. Il s'appelle Loge Kao, accompagné de toute la rédaction. D'ailleurs, merci infiniment pour le travail abattu, pour la réalisation et la diffusion de cette émission que vous allez retrouver mercredi à 11h justement. Et pour les internautes, retrouvez l'intégralité de nos images sur notre chaîne YouTube et puis notre page Facebook. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. On se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle aventure. D'ici jusque-là, prenez soin de vous et bonne suite de fête à nos frères et sœurs musulmans. Bonne fête.